Radio 50. À bout portant. Bonjour chers auditeurs de la 96.2 50 de la radio et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine À bout portant. L'actualité en République démocratique du Congo, vous le savez, reste dominée par les consultations présidentielles en prélude d'un dialogue national et les réactions dans la classe politique fusent dès partout. Qu'en pense le Parti des travailleurs? Réponse avec John Malala qui est bien sûr le président de ce parti. Et à bout portant, c'est parti et c'est juste après ceci. Pour tout contact, appelez-nous au 085 48 18 346. Je ne serai pas seul dans ce studio comme d'habitude. Simeon Isako est avec moi dans ce studio et c'est avec lui que nous recevons John Malala. Bonjour Simeon Isako. Bonjour Junior Rika, également bonjour à tous les auditeurs et auditrices des 50, la radio qui sont branchés à l'instant. Voilà, bonjour John Malala. Bonjour. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos questions? Sans tabou. Et convaincre tous les auditeurs de 5 ans de la radio? Bien sûr que oui. Première question, John Malala, vous êtes président du PDT, le Parti des travailleurs, un parti politique centriste installé en République démocratique du Congo. Mais vous êtes toujours parti, vous passez le plus de votre temps à l'étranger et là, vous revenez pour les élections. Vous êtes donc rentré au pays pour vous faire élire. Bon, vous mettez la charrue devant le bœuf. On ne vient pas d'abord pour se faire élire parce que vous ne savez pas à quelle échéance je vais postuler si je dois le faire. Nous avons un parti qui est national. Nous avons des gens qui ont postulé aux élections législatives provinciales. Voilà. D'autres échéances n'ont pas encore été annoncées. Donc, vous ne pouvez pas conclure que je suis venu pour me faire élire. Et donc, vous venez pour une question d'intérêt. Intérêt politique, bien sûr. Pour une question d'intérêt national, je reviens au Congo parce que le peuple congolais est en train de souffrir et je pense que sur place, il n'y a pas de solution. Il faut apporter notre expertise, notre savoir-faire pour enlever le pays de ces bourbiers dans lesquels il se retrouve maintenant. On doit vous considérer comme un sauveur de la République démocratique du Congo qui va finir, qui va mettre fin à tous les différents problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Vous le dites. Mais on vous considère comme sauveur pour mettre fin à toutes les difficultés en République démocratique du Congo. Par quel moyen, si vous n'êtes pas à la tête du pays? Bon, on n'a pas encore, je ne dis pas que je ne vais pas postuler à la magistrature suprême, mais voilà. Je dis que le moment n'est pas encore là pour que j'annonce cette candidature. Donc vous revenez pour vous faire élire, justement. Non, mais on n'a pas. Est-ce qu'on a déjà annoncé la candidature à la magistrature suprême, à la présidence? On n'a pas encore annoncé cela. Je ne peux pas aujourd'hui commencer à dire que je reviens parce que je veux devenir président de la République. Si le moment arrive et que l'on dise que maintenant ceux qui veulent postuler à la présidence puissent se prononcer, je vais me prononcer, mais je ne peux pas le faire maintenant. Mais pourquoi revenir au pays au moment où les élections pointent à l'horizon? Vous passez le plus de votre temps à l'étranger, c'est vrai. Vous êtes professeur à l'université de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Et là, vous revenez, on comprend tout de suite que c'est pour une question d'intérêt. Oui, bon, là, c'est parce que vous ne savez pas peut-être que je reviens au Congo chaque année. J'étais au Congo, pour vous dire, les 10 dernières années, je suis au Congo au moins pendant 1 mois ou plus. Je suis au Congo. Votre présence passe inaperçue. Des fois, oui, mais il y a eu des moments où je suis passé sur certaines chaînes de télévision. Je me rappelle, je pense, c'était il y a plusieurs années, en 2008, je suis passé sur plusieurs chaînes de télévision. Mais je suis au Congo chaque année parce que nous faisons des activités au Congo. Nous avons créé des écoles. J'ai une fondation ici au Congo qui existe depuis plusieurs années. Nous avons des écoles primaires, écoles de métiers. Et chaque année, j'étais ici l'année passée, j'étais ici en 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, et ainsi de suite. John Malala est persuadé que les Congolais de la diaspora ont des atouts et sont capables d'apporter beaucoup de choses pour le développement du pays. Et qu'est-ce qui justifie ce raisonnement? C'est sur base de l'histoire. Vous devez savoir que ceux qui oublient l'histoire se retrouvent dans une situation où ils sont censés à répéter des mêmes erreurs.
Israël, par exemple, aujourd'hui ne serait pas un État fort sans la diaspora. Et ça, vous le connaissez, vous êtes éduqués, vous êtes instruits. Vous savez que c'est la diaspora qui a fait d'Israël ce qu'Israël est aujourd'hui. Le pays le plus développé du Moyen-Orient, le pays le plus fort, le plus puissant si on peut retrouver. Et ça, c'est de l'expertise de la diaspora. Aujourd'hui, nous parlons de l'Inde. Tous les médecins indiens, les Congolais vont se faire soigner en Inde. Les politiciens, les grands hommes ne se font pas soigner ici à Kinshasa. Ils vont en Afrique du Sud. Là où se trouve la diaspora, ils vont en Inde. Là où la diaspora indienne, qui a étudié en Amérique pour la plupart, est en train d'apporter la solution aux problèmes qu'on ne peut pas trouver des solutions ici localement. Nous parlons de la Chine. Moi, je suis professeur à l'université en Floride. Dans nos domaines techniques, je trouve toujours sur 7 à 8 sur 10 étudiants. Dans le domaine technique, ce sont des Chinois et ce sont des Indiens. Cette diaspora, quand elle rentre, c'est elle qui est en train d'apporter la solution au problème. Aujourd'hui, une autre chose. Nous avons au Congo un chef de l'État qui est de la diaspora. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas apporté quelque chose. Il est de la diaspora. Il est né dans la diaspora. Il a grandi dans la diaspora. Mais pas comme vous, parce que vous passez beaucoup de temps et c'est à l'étranger que vous êtes. Et là, vous revenez, c'est pour se faire dire, même si vous ne voulez pas le dire, John Malala. Vous faites le contraire. Je suis né au Congo. J'ai grandi au Congo. J'ai grandi dans des villages. Je connais mieux le Congo que le chef de l'État congolais. John Malala, vous êtes président en tout cas, c'est vous qui l'avez dit. Je l'ai dit parce que vous pensez que le chef d'État connaît mieux les problèmes dans des villages que moi? J'ai été dans les villages. Il a grandi dans quel village ici au Congo? Moi, j'ai grandi dans des villages. Et je vais chaque année dans des villages. La situation que j'ai trouvée il y a plusieurs années, je trouve toujours la même situation. Je connais mieux les problèmes du Congo. Il est de la diaspora, je suis de la diaspora, mais j'ai une grande expérience. Ça, c'est vous qui l'avez dit, que le chef de l'État vit à Kinshasa, en tout cas en République démocratique du Congo. Avant qu'il vienne, on va le dire comme ça. Avant qu'il devienne chef de l'État, où est-ce qu'il a vécu? Dans la diaspora. John Malala, qu'en est-il du phénomène combattant? Parce que c'est animé par vous de la diaspora. Vous qui êtes de la diaspora, allais-je dire. Oui. Qu'en est-il? Parce que vous passez des années à l'étranger en train d'insulter le pays, même quand ça marche, vous insultez. Oui, vous ne proposez pas des alternatives. Je prends exception du fait que vous êtes en train de généraliser et d'insulter la diaspora congolaise. Non, parce que vous vivez à l'étranger. Qu'en est-il? C'est quoi ce phénomène? D'où il vient et qu'est-ce qu'ils veulent, ces combattants? Les combattants, posez-vous d'abord la question de savoir, depuis quand est-ce que le phénomène combattant a commencé? Est-ce que c'est un phénomène qui a toujours existé? Absolument pas. Quand vous êtes dans la politique, ceux qui gouvernent ici au Congo devront bien se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est pas à moi de répondre à la question. C'est à eux de pouvoir vouloir savoir. Aujourd'hui, nous parlons de consultations. On veut des élections apaisées. Mais pourquoi ne pas penser au phénomène combattant? Pourquoi ne pas se poser la question pourquoi les fils et les filles du pays qui vivent en dehors du pays se sont révoltés et ont adopté une telle attitude? Voilà la raison d'être de la question. Pourquoi ces phénomènes? C'est parce que le pays dans lequel ils sont nés, le pays dans lequel ils espéraient quand même recevoir quelque chose en retour, a tourné le dos contre eux. Aujourd'hui, cette diaspora est méprisée. Elle détient en elle l'expertise, l'excellence, la connaissance, la science nécessaires pour le développement de ces pays. Ces pays ne peuvent pas se développer, ça j'insiste. Je vous ai donné l'exemple de la Chine, de l'Inde et d'Israël. Le pays ne va pas se développer. Laissez-moi terminer la phrase. Le pays ne se développera jamais sans cette diaspora que vous négligez aujourd'hui. Mais quand vous dites qu'on néglige la diaspora, on le sait tous, vous êtes Congolais, on va vous apprendre, je ne sais pas si vous ne le savez pas, qu'il y a un ministère des Congolais vivant à l'étranger. Vous ne m'apprenez rien, je connais cette histoire-là, mais qu'est-ce que ce ministère fait? Moi, je vais vous dire une chose, qu'il y a quelques années, la Banque mondiale a demandé, par exemple, la liste des experts congolais dans la diaspora, surtout en Amérique. Je suis sur cette liste des experts. Aujourd'hui, quand le ministère chargé de la diaspora, combien de fois ce ministère nous a contactés pour demander notre apport? J'étais sur
RTNC la fois passée. J'arrive là-bas, on me pose la question, je devrais expliquer quelque chose sur la télévision numérique terrestre. Le directeur qui me pose la question, et on lui dit, mais non, celui-ci c'est un expert en nouvelles technologies de l'information et des communications. Et il s'est dit, et pourquoi vous vous cachez tout ce temps? Moi, je dis, est-ce que c'est moi qui me cache? Vous avez mes informations. On vous a refusé du travail en République démocratique du Congo? Bien sûr que oui. Comment vous les justifiez? Je justifie par le fait que je suis professeur, ça c'est ce que je connais faire. Ah oui. J'ai visité les universités ici au Congo, de l'État. Je ne vais pas citer, bien sûr, mais j'ai fait ma demande, j'ai fait mon application, j'ai rempli la fiche de candidat. Les universités ont des copies, je ne dis pas la copie, des copies de ma thèse de doctorat. Jusqu'à présent, depuis 2010 que je continue à frapper à des portes pour apporter ma connaissance au Congo, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire? Et qu'est-ce qui fait que les autres Congolais de la diaspora qui reviennent, qui sont professeurs anciens en République démocratique du Congo, on a beaucoup de cas comme ça, et vous, on ne vous engage pas. On vous accorde pas cette chance-là. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont étudié en Europe, en Occident. Est-ce que c'est pas de votre faute ou bien peut-être Non, mais ok, d'accord. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous pensez que c'est question de compétences, vous vous trompez. Je revenais tout de suite là de l'Afrique du Sud. Voilà. J'ai pris un congé sabbatique à mon université. Je suis professeur, docteur en informatique, expert en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. L'université, le gouvernement sud-africain, par l'entremise de l'Université de l'Afrique du Sud, l'année passée jusqu'à cette année, m'a donné un contrat d'une année pour que j'aille en Afrique du Sud former des professeurs. J'insiste. Non, laissez-moi terminer. Former les professeurs à l'université et les aider à créer un nouveau diplôme national en communication. Mais je venais de terminer cela. Vous allez me dire que ça, c'est pas de l'expertise? Mais vous n'êtes pas le seul à finir dans cette filière-là et avoir tous ces titres-là. Il y a d'autres Congolais aussi qui la question, c'est que pourquoi en RDC, vous n'êtes pas accepté, tandis qu'on accepte les autres comme vous. Bien sûr, on parle des Congolais, d'ailleurs, la diaspora, bien sûr. Est-ce que c'est à moi à répondre à cette question? Oui, c'est à vous justement de répondre à cette question. Moi, je vous ai dit, bien sûr, que j'ai déjà démontré à travers le monde que je suis expert et que ma connaissance ici au Congo déclencherait un développement technologique sans pareil avec ce que je détiens. Parce que je vous informe ici que nous sommes une université éminemment scientifique. Dans mon département, pendant que je suis en congé sabbatique, tous mes cours sont en stand-by. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je suis le meilleur expert dans mon domaine en Amérique. Et vous allez me dire qu'ici au Congo, ça ne peut pas vous aider, ça ne peut pas aider les Congolais. Donc vous voulez dire que votre présence permanente en RDC va déclencher le développement de la République? Ça, je vous dis à l'affirmatif, oui. Et comment ça va déclencher un développement si ce n'est pas par un bâton magique? Mais c'est parce que je détiens une connaissance que les autres pays sont en train de rechercher. C'est ce qui manque ici. Mais oui, mais proposez des alternatives aux problèmes qui se posent à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi, c'est pourquoi nous parlons aussi maintenant de la formation d'un parti politique que nous avons. Oui. Si ceux qui sont ici sur place ne peuvent pas faire de la diaspora, ne peuvent pas l'utiliser, nous allons l'utiliser. Les partis des travailleurs, le PDT va se servir de ses enfants, de ses fils et de ses filles qui se trouvent partout dans la diaspora, qui détiennent de l'expertise, et ils vont revenir. Nous allons les mettre au service du peuple. Voilà ce que nous proposons faire. Comme nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas cette possibilité politique, le PDT va postuler aux élections sur tous les échelons. Et nous pensons qu'au moment opportun, nous allons nous servir de la compétence de la diaspora que nous